Huitième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, huitième partie. Somme toute, continua monsieur de Norpois, en s'adressant à mon père, Vaugoubert s'est taillé là un beau succès et qui dépasse même celui qu'il avait escompté. Il s'attendait en effet à un toast correct, entre parenthèses, ce qui après les nuages des dernières années était déjà fort beau, mais à rien de plus. Plusieurs personnes qui étaient au nombre des assistants m'ont assuré qu'on ne peut pas en lisant ce toast se rendre compte de l'effet qu'il a produit, prononcé et détaillé à merveille par le roi qui est maître en l'art de dire et qui soulignait au passage toutes les intentions, toutes les finesses. Je me suis laissé raconter à ce propos un fait assez piquant et qui met en relief une fois de plus chez le roi Théodose cette bonne grâce juvénile qui lui gagne si bien les cœurs. On m'a affirmé que précisément à ce mot d'affinité, qui était en somme la grosse innovation du discours, et qui défraiera encore longtemps, vous verrez, les commentaires des chancelleries, Sa Majesté, prévoyant la joie de notre ambassadeur, qui allait trouver là le juste couronnement de ses efforts, de son rêve pourrait-on dire, et somme toute son bâton de maréchal, se tourna à demi vers Vaugoubert et fixant sur lui ce regard si prenant des Hohetingen, détacha ce mot bien choisi d'affinité, ce mot qui était une véritable trouvaille, sur un ton qui faisait savoir à tous qu'il était employé à bon escient et en pleine connaissance de cause. Il paraît que Vaugoubert avait peine à maîtriser son émotion, et dans une certaine mesure j'avoue que je le comprends. Une personne digne de toute créance m'a même confié que le roi se serait approché de Vaugoubert après le dîner, quand Sa Majesté a tenu cercle, et lui aurait dit à mi-voix « Êtes-vous content de votre élève, mon cher marquis ?» Il est certain, conclut M. de Norpois, qu'un pareil toast a plus fait que 20 ans de négociations pour resserrer entre les deux pays leurs affinités, selon la pittoresque expression de Théodose II. Ce n'est qu'un mot, si vous voulez, mais voyez quelle fortune il a fait, comme toute la presse européenne le répète, quel intérêt il éveille, quel son nouveau il a rendu. Il est d'ailleurs bien dans la manière du souverain. Je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'il trouve tous les jours de purs diamants comme celui-là, mais il est bien rare que dans ses discours étudiés, mieux encore dans le primesaut de la conversation, il ne donne pas son signalement. J'allais dire, il n'impose pas sa signature par quelques mots à l'emporte-pièce. Je suis d'autant moins suspect de partialité en la matière que je suis ennemi de toute innovation en ce genre. 19 fois sur 20, elles sont dangereuses. Oui, j'ai pensé que le récent télégramme de l'empereur d'Allemagne n'a pas dû être de votre goût, dit mon père. M. de Norpois leva les yeux au ciel d'un air de dire « Ah, celui-là !» D'abord, c'est un acte d'ingratitude. C'est plus qu'un crime, c'est une faute, et d'une sottise que je qualifierais de pyramidale. Au reste, si personne n'y met le holà, l'homme qui a chassé Bismarck est bien capable de répudier peu à peu toute la politique bismarckienne, alors c'est le saut dans l'inconnu. Et mon mari m'a dit, monsieur, que vous l'entraîneriez peut-être un de ces étés en Espagne. J'en suis ravi pour lui. Mais oui, c'est un projet tout à fait attrayant dont je me réjouis. J'aimerais beaucoup faire avec vous ce voyage, mon cher. Et vous, madame, avez-vous déjà songé à l'emploi des vacances? J'irai peut-être avec mon fils à Balbec, je ne sais. Ah, Balbec est agréable. J'ai passé par là il y a quelques années. On commence à y construire des villas fort coquettes. Je crois que l'endroit vous plaira. Mais puis-je vous demander ce qui vous a fait choisir Balbec? Mon fils a le grand désir de voir certaines églises du pays, surtout celle de Balbec. Je craignais un peu pour sa santé les fatigues du voyage et surtout du séjour.
mais j'ai appris qu'on vient de construire un excellent hôtel qui lui permettra de vivre dans les conditions de confort requises par son état. Ah, il faudra que je donne de ce renseignement à certaines personnes qui n'aient pas femme à en faire fi. L'église de Balbec est admirable, n'est-ce pas, monsieur? Demandai-je, surmontant la tristesse d'avoir appris qu'un des attraits de Balbec résidait dans ces coquettes villas. Non, elle n'est pas mal, mais enfin elle ne peut soutenir la comparaison avec ces véritables bijoux ciselés que sont les cathédrales de Reims, de Chartres, et, à mon goût, la perle de toutes, la Sainte-Chapelle de Paris. Mais l'église de Balbec est en partie romane. En effet, elle est du style roman, qui est déjà par lui-même extrêmement froid et ne laisse en rien présager l'élégance, la fantaisie des architectes gothiques qui fouillent la pierre comme de la dentelle. L'église de Balbec mérite une visite si on est dans le pays, elle est assez curieuse. Si un jour de pluie vous ne savez que faire, vous pourrez entrer là, vous verrez le tombeau de Tourville. Est-ce que vous étiez hier au banquet des affaires étrangères? Je n'ai pas pu y aller, dit mon père. Non, répondit M. de Norpois avec un sourire. J'avoue que je l'ai délaissé pour une soirée assez différente. J'ai dîné chez une femme dont vous avez peut-être entendu parler, la belle Madame Swann. Ma mère réprima un frémissement, car d'une sensibilité plus prompte que mon père, elle s'alarmait pour lui de ce qui ne devait le contrarier qu'un instant après. Les désagréments qui lui arrivaient étaient perçus d'abord par elle comme ces mauvaises nouvelles de France, qui sont connues plutôt à l'étranger que chez nous. Mais, curieuse de savoir quel genre de personnes les Swann pouvaient recevoir, elle s'enquit auprès de M. de Norpois de celles qu'il y avait rencontrées. Mon Dieu, c'est une maison où il me semble que vont surtout des messieurs. Il y avait quelques hommes mariés, mais leurs femmes étaient souffrantes ce soir-là et n'étaient pas venues, répondit l'ambassadeur avec une finesse voilée de bonhomie, et en jetant autour de lui des regards dont la douceur et la discrétion faisaient mine de tempérer et exagérer habilement la malice. Je dois dire, ajouta-t-il, pour être tout à fait juste, qu'il y va cependant des femmes, mais appartenant plutôt, comment dirais-je, au monde républicain qu'à la société de Swann. Entre parenthèses, il prononçait Swann. Qui sait? Ce sera peut-être un jour un salon politique ou littéraire. Du reste, il semble qu'il soit content comme cela. Je trouve que Swann le montre même un peu trop. Il nommait les gens chez qui lui et sa femme étaient invités pour la semaine suivante et de l'intimité desquels il n'y a pourtant pas lieu de s'enorgueillir, avec un manque de réserve et de goût, presque de tact, qui m'a étonné chez un homme aussi fin. Il répétait « Nous n'avons pas un soir de libre », comme si ça avait été une gloire, et en véritable parvenu, qu'il n'est pas cependant. Car Swann avait beaucoup d'amis, et même d'amieux, et sans trop m'avancer, ni vouloir commettre d'indiscrétion, je crois pouvoir dire que non pas toutes, ni même le plus grand nombre, mais l'une au moins, et qui est fort grande dame, ne se serait peut-être pas montrée entièrement réfractaire à l'idée d'entrer en relation avec Madame Swann, auquel cas, vraisemblablement, plus d'un mouton de Panurge j'aurais suivi. Mais il semble qu'il n'y ait eu, de la part de Swann, aucune démarche esquissée en ce sens. Comment? Encore un pudding à la Nesselrode. Ce ne sera pas de trop de la cure de Carlsbad pour me remettre d'un pareil festin de Lucullus. Peut-être Swann a-t-il senti qu'il y aurait trop de résistance à vaincre. Le mariage, cela est certain, n'a pas plu. On a parlé de la fortune de la femme, ce qui est une grosse bourde. Mais enfin, tout cela n'a pas paru agréable. Et puis Swann a une tante excessivement riche et admirablement posée, femme d'un homme qui, financièrement parlant, est une puissance. Et non seulement elle a refusé de recevoir Madame Swann, mais elle a mené une campagne en règle pour que ses amis et connaissances en fissent autant. Je n'entends pas par là qu'aucun Parisien de bonne compagnie ait manqué de respect à Madame Swann. Non, 100 fois non. Le mari était d'ailleurs homme à relever le gant. En tout cas, il y a une chose curieuse, c'est de voir combien Swann, qui connaît tant de monde et du plus choisi, montre d'empressement auprès d'une société dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est fort mêlée.
Moi qui l'ai connu jadis, j'avoue que j'éprouvais autant de surprise que d'amusement à voir un homme aussi bien élevé, aussi à la mode dans les coteries les plus triées, remercier avec effusion le directeur du cabinet du ministre des Postes d'être venu chez eux et lui demander si madame Swann pourrait se permettre d'aller voir sa femme. Il doit pourtant se trouver dépaysé. Évidemment, ce n'est plus le même monde, mais je ne crois pas cependant que Swann soit malheureux. Il y a eu, il est vrai, dans les années qui précédèrent le mariage, d'assez vilaines manœuvres de chantage de la part de la femme. Elle privait Swann de sa fille chaque fois qu'il lui refusait quelque chose. Le pauvre Swann, aussi naïf qu'il est pourtant raffiné, croyait chaque fois que l'enlèvement de sa fille était une coïncidence et ne voulait pas voir la réalité. Elle lui faisait d'ailleurs des scènes si continuelles qu'on pensait que le jour où elle serait arrivée à ses fins et se serait fait épouser, rien ne la retiendrait plus et que leur vie serait un enfer. Eh bien, c'est le contraire qui est arrivé. On plaisante beaucoup la manière dont Swann parle de sa femme, on en fait même des gorges chaudes. On ne demandait certes pas que, plus ou moins conscient d'être... entre parenthèses, vous savez le mot de Molière. Il alla le proclamer urbi et orbi. N'empêche qu'on le trouve exagéré quand il dit que sa femme est une excellente épouse. Or, ce n'est pas aussi faux qu'on le croit. À sa manière, qui n'est pas celle que tous les maris préféreraient, mais enfin, entre nous, il me semble difficile que Swann, qui la connaissait depuis longtemps, et loin d'être un maître sot, ne sût pas à quoi s'en tenir. Il est indéniable qu'elle semble avoir de l'affection pour lui. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas volage, et Swann lui-même ne se fait pas, faute de l'être, à en croire les bonnes langues qui, vous pouvez le penser, vont leur train. Mais elle lui est reconnaissante de ce qu'il a fait pour elle et, contrairement aux craintes éprouvées par tout le monde, elle paraît devenue d'une douceur d'ange. Ce changement n'était peut-être pas aussi extraordinaire que le trouvait M. de Norpois. Odette n'avait pas cru que Swann finirait par l'épouser. Chaque fois qu'elle lui annonçait tendancieusement qu'un homme comme il faut venait de se marier avec sa maîtresse, elle lui avait vu garder un silence glacial et tout au plus, si elle l'interpellait directement en lui demandant « Alors, tu ne trouves pas que c'est très bien, que c'est bien beau, ce qu'il a fait là pour une femme qui lui a consacré sa jeunesse ?» répondre sèchement « Mais je ne te dis pas que ce soit mal, chacun agit à sa guise. » Elle n'était même pas loin de croire que, comme il le lui disait dans des moments de colère, il l'abandonnerait tout à fait, car il avait depuis peu entendu dire par une femme sculpteur « On peut s'attendre à tout de la part des hommes, ils sont si mufles ». Et frappée par la profondeur de cette maxime pessimiste, elle se l'était appropriée. Elle la répétait à tout bout de champ d'un air découragé qui semblait dire « Après tout, il n'y aurait rien d'impossible, c'est bien ma chance ». Et, par suite, toute vertu avait été enlevée à la maxime optimiste qui avait jusque-là guidé Odette dans la vie. On peut tout faire aux hommes qui vous aiment, ils sont si idiots. Et qui s'exprimait dans son visage par le même clignement d'yeux qui eût pu accompagner des mots tels que ayez pas peur, il ne cassera rien. En attendant, Odette souffrait de ce que telle de ses amies, épousée par un homme qui était resté moins longtemps avec elle qu'elle-même avec Swann, et n'avait pas, elle, d'enfant, relativement considéré maintenant, invitée au bal de l'Élysée, devait penser de la conduite de Swann. Un consultant plus profond que ne l'était M. de Norpois eût sans doute pu diagnostiquer que c'était ce sentiment d'humiliation et de honte qui avait aigri Odette, que le caractère infernal qu'elle montrait ne lui était pas essentiel, n'était pas un mal sans remède, et eût aisément prédit ce qui était arrivé, à savoir qu'un régime nouveau, le régime matrimonial, ferait cesser avec une rapidité presque magique ces accidents pénibles, quotidiens, mais nullement organiques. Presque tout le monde s'étonna de ce mariage, et cela même est étonnant. Sans doute peu de personnes comprennent le caractère purement subjectif du phénomène qu'est l'amour, et la sorte de création que c'est d'une personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom dans le monde, et dont la plupart des éléments sont tirés de nous-mêmes. Aussi y a-t-il peu de gens qui puissent trouver naturelles les proportions énormes que finit par prendre pour nous un être qui n'est pas le même que celui qu'ils voient. Pourtant, il semble qu'en ce qui concerne Odette, on aurait pu se rendre compte que si,
Certes, elle n'avait jamais entièrement compris l'intelligence de Swann. Du moins savait-elle les titres, tout le détail de ses travaux, au point que le nom de Vermeer lui était aussi familier que celui de son couturier. De Swann, elle connaissait à fond ces traits du caractère, que le reste du monde ignore ou ridiculise, et dont seule une maîtresse, une sœur, possède l'image ressemblante et aimée. Et nous tenons tellement à eux, même à ceux que nous voudrions le plus corriger, que c'est parce qu'une femme finit par en prendre une habitude indulgente et amicalement railleuse, pareille à l'habitude que nous en avons nous-mêmes, et qu'en ont nos parents, que les vieilles liaisons ont quelque chose de la douceur et de la force des affections de famille. Les liens qui nous unissent à un être se trouvent sanctifiés quand il se place au même point de vue que nous pour juger une de nos tares. Et parmi ces traits particuliers, il y en avait aussi qui appartenaient autant à l'intelligence de Swann qu'à son caractère, et que pourtant en raison de la racine qu'ils avaient malgré tout en celui-ci, Odette avait plus facilement discerné. Elle se plaignait que quand Swann faisait métier d'écrivain, quand il publiait des études, on ne reconnût pas ces traits-là autant que dans ses lettres ou dans sa conversation où ils abondaient. Elle lui conseillait de leur faire la part plus grande. Elle l'aurait voulu parce que c'étaient ceux qu'elle préférait en lui, mais comme elle les préférait parce qu'ils étaient plus à lui, elle n'avait peut-être pas tort de souhaiter qu'on les retrouvât dans ce qu'il écrivait. Peut-être aussi pensait-elle que des ouvrages plus vivants, en lui procurant enfin à lui le succès, lui eussent permis à elle de se faire ce que chez les Verdurin elle avait appris à mettre au-dessus de tout, un salon. Fin de la 8e partie de Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard.